Bonsoir à tous, bienvenue. Vous participez au dernier webinaire des journées présence, qui sont les journées prévention santé au travail. Elles sont organisées par ce réseau et puis elles sont organisées au niveau régional. Vous retrouverez ce fameux replay et le support présenté en ligne sur le site de l'AIST 21, mais également sur le site de présence. Alors dans un premier temps, nous allons parler de la santé du dirigeant, du stress, et pour aborder ce sujet, nous allons en fait être deux. Donc moi, je suis Amandine Feff, psychologue du travail, et je serai accompagnée par le docteur Claire Ricolfi, qui est médecin du travail. Alors, nous nous sommes intéressés à la santé du dirigeant. On a souhaité en parler parce que c'est un sujet sur lequel on a peu de données et sur lequel effectivement on intervient peu en santé au travail, mais c'est quand même quelque chose d'extrêmement important parce que s'il y a une bonne santé du dirigeant, il y a également parfois une bonne santé des salariés. Et puis les dirigeants doivent également effectivement faire attention à leur santé parce qu'ils ont de nombreuses contraintes. Alors, dans les contraintes effectivement qu'on peut avoir les dirigeants, on a effectivement des contraintes économiques, budgétaires, ils ont de fortes exigences professionnelles et puis ils ont de nombreux mouvements du personnel avec certains aléas qui sont liés effectivement notamment à l'économie et on peut le voir via cette crise du Covid où les dirigeants effectivement sont extrêmement mis à mal par cette situation économique. Alors, il y a peu de chiffres sur la santé des dirigeants. Heureusement, il y a l'Observatoire à Maroc qui s'y intéresse depuis quelques années. Et puis, il y a le baromètre entrepreneur. Certains baromètres entrepreneurs ont été faits par notamment la MMA en 2019. Mais voilà, les chiffres qu'on peut retrouver qui sont intéressants par rapport à la santé des dirigeants sont qu'il y a 45% des dirigeants d'entreprise qui déclarent que leurs journées de travail sont assez, voire extrêmement stressantes. 86% estiment devoir aller travailler même s'ils sont malades parce qu'effectivement la santé de leur entreprise va effectivement primer sur leur propre santé, sauf que l'un ne va pas sans l'autre, nous y reviendrons et le docteur Ricolfi l'abordera. 70% des chefs d'entreprise soulignent que la santé de leur entreprise joue un rôle important sur leur propre santé. Et cette même étude en 2019 a montré que sur 1000 dirigeants, il y en avait un certain nombre qui mettaient en évidence que malgré un bien-être entrepreneurial, 7 dirigeants sur 10 se sentaient stressés par le travail. Donc, le stress, on va l'aborder parce qu'effectivement, voilà, c'est une notion qu'il est importante effectivement de voir à quel moment le stress va poser problème. Alors, le stress, globalement, c'est une fonction biologique normale qui est nécessaire à notre survie et qui permet en fait bien souvent de s'adapter. Donc, on appelle ça réaction réflexe, normale positive, qui permet en fait de s'adapter au changement. Elle nous aide parfois à nous surpasser, nous défendre et elle permet aussi d'assurer notre survie ou de nous adapter dans une situation plus ou moins compliquée. La problématique, c'est lorsque le stress devient chronique. Donc, lorsqu'il devient chronique, il s'étale sur un certain nombre de temps et on va effectivement avoir une personne qui va être exposée de manière récurrente, continuelle, à des contraintes professionnelles sans disposer des ressources nécessaires pour y répondre. Donc, il y a la notion d'exposition sur un temps donné, sur plusieurs mois parfois, sur plusieurs semaines, voire plusieurs années pour certaines personnes. Et en fait, la notion de stress, c'est un déséquilibre entre les ressources de l'individu, ce qu'il possède, et puis les contraintes qui vont être entraînées par le travail. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va avoir un déséquilibre qui va s'opérer, et du côté contraintes, il y aura un petit peu plus de contraintes que de ressources individuelles. Dans ces contraintes, on va retrouver une forte responsabilité des employeurs, un fort investissement personnel, parce qu'effectivement, il y a l'aspect financier aussi qui joue, et puis le fait effectivement que familialement, il faut assurer un certain nombre d'exigences, et puis l'absence de contrôle. Alors, quand on parle d'absence de contrôle, c'est absence de contrôle parfois sur ce qui peut se passer, notamment on le voit aussi avec cette crise du Covid, sur le plan soit économique, sur le plan des changements, de l'organisation, des procédures, de la réglementation. Et en fait, plus les contraintes vont être lourdes, plus en fait, ça peut véhiculer du stress chez les personnes et notamment chez les dirigeants d'entreprise. Alors, il y a une spécificité du stress du dirigeant. Alors, le stress du dirigeant n'est pas tout à fait le même que le stress du salarié. On l'a dit tout à l'heure, c'est aussi par rapport au statut. Le dirigeant d'entreprise n'est pas affilié au Pôle emploi, il n'a pas les mêmes garanties d'assurance. Et puis, effectivement, il engage parfois effectivement des données effectivement financières qui effectivement peuvent être relativement importantes et qui peuvent engager un certain nombre de choses sur le plan économique.
Donc 57% du stress est lié à une surcharge du travail, bien souvent. Chez les dirigeants, on peut retrouver effectivement que 53% du stress est souvent lié à la peur de manquer de trésorerie. 48% du stress pour les dirigeants est lié au manque de vision concernant leur activité, parce que ça va être stressant, ça va créer effectivement un manque d'anticipation sur l'avenir. Et puis, les dirigeants qui vivent au jour le jour, notamment dans les TPE, dans certains domaines d'activité, hein, on peut penser aux fleuristes. Hein, bon, les coiffeurs ont repris une activité avec le Covid, mais ça a été un petit peu compliqué aussi pour eux. Mais tout un tas effectivement d'artisans, d'entreprises, des restaurateurs, enfin voilà, je vais pas tous les citer, mais je pense à un certain nombre effectivement d'entreprises qui ont été en difficulté par rapport à cette crise notamment et n'ont pas pu savoir effectivement ce qu'il allait avoir, demain parce qu'en fait, voilà, il y a un certain nombre d'incertitudes. Donc les dirigeants sont parfois, voilà, dans certains cas, ils sont débordés, estiment passer minimum entre 50 et 70 heures, par semaine au travail, contre 38,4 heures pour un salarié. Voilà, ça, ce sont des chiffres de la DARES qui ont été donnés, par cet organisme. Alors, dans les spécificités du stress de dirigeant, on va retrouver des facteurs complémentaires de stress. Bien souvent, on va retrouver le sentiment d'isolement pour les dirigeants parce que, alors, pour les dirigeants de plus grosses structures, ils vont parfois avoir un codir sur lequel ils vont pouvoir s'appuyer hein, dans certaines décisions, mais c'est aussi compliqué de dire qu'on est en difficulté et qu'il y a certaines phases qui sont difficiles. On ne le dit pas forcément à ses salariés. Il y a l'image du dirigeant derrière, parce que le dirigeant, effectivement, il doit avoir une image assez forte. Et puis, il y a les attentes des tiers. Les tiers, ce sont les salariés, c'est la famille aussi dans certains cas, qui vont effectivement augmenter le niveau d'exigence et puis d'exigence notamment émotionnelle et puis de stress. Il y a aussi un autre facteur complémentaire qui est l'absence de repos et de congé. Alors, on a pu retrouver que 52% des entrepreneurs ne prennent qu'une semaine de congé par an. 89% continuent à travailler pendant leur congé. 47% vont présenter des troubles du sommeil et dorment très peu. En moyenne, on va avoir 6h30 par nuit, voilà, par rapport effectivement à 7h04 pour l'ensemble des Français. Bon, voilà, on va dire c'est une demi-heure, mais une demi-heure dans toute une vie cumulée, ça va faire quand même, au bout du compte, ça va faire quand même beaucoup. 68% des dirigeants de TPE se disent d'ailleurs fatigués par rapport à leur rythme de travail. Alors, on aura fait effectivement 2 sondages par rapport à ce webinaire, 2 sondages sur lesquels vous retrouverez effectivement, on a pu les faire en ligne. Donc du coup, ces sondages, en fait, mettent en évidence un certain nombre de difficultés, la charge de travail, la peur de manquer de trésorerie, le manque de vision concernant l'activité, le sentiment d'isolement, l'image, l'attente des tiers, les difficultés relationnelles avec les salariés, les éventualités du dépôt de bilan et la baisse de l'activité commerciale. Dans les facteurs, on va retrouver énormément la charge de travail, la peur de manquer de trésorerie, parfois les difficultés relationnelles, la baisse de l'activité commerciale et aussi également le sentiment d'isolement, l'image. Voilà, tous ces facteurs vont être cités. Pour effectivement le temps de travail, on retrouve aussi parmi ce sondage effectivement des heures de travail qui sont quand même assez conséquentes et pour certains, on retrouve des 70 heures et plus par semaine. Alors, on va parler de l'impact du contexte sanitaire actuel par rapport effectivement à cette situation du Covid qui a eu un impact direct sur les employeurs parce que c'était une situation inédite. Alors, je vais faire un petit focus. En fait, cette situation inédite a été source de stress absolu. On différencie le stress absolu du stress relatif. Le stress relatif va être propre à une personne en fonction d'une situation, en fonction de son degré d'expertise. Si on prend l'exemple d'une infirmière expérimentée, elle aura moins peur de faire une prise de sang qu'une infirmière effectivement novice. Et donc là, on va avoir un peu de stress relatif qui sera relatif par exemple à l'expérience de la personne ou à d'autres données. Là, je vous ai pris cet élément. Le stress absolu, généralement, il est commun à l'ensemble de la population parce que c'est une situation sur laquelle personne n'a de prise. Le stress absolu, il apparaît lorsque l'être humain est confronté à l'accumulation de 4 facteurs de stress. L'absence de contrôle, la situation inhabituelle, donc situation inhabituelle, parce qu'on n'a jamais été confronté à ce type de situation, et puis on n'a pas forcément de schéma de réponse par rapport à cette situation. D'ailleurs, même les scientifiques ont été en difficulté et sont en difficulté par rapport à cette crise. C'était une situation nouvelle, et puis elle représente une menace. Elle représente une menace à différents niveaux.
Elle représente une menace pour la santé, la vie parfois, pour certaines catégories de personnes. Et puis elle représente aussi une menace économique importante pour les employeurs, parfois les salariés. Et ce sont donc des stresseurs universels, hein. Le stress absolu, c'est un ensemble de stresseurs objectifs universels. Et puis cette crise de Covid, voilà, peut être dans certains cas, alors pas avec forcément les mêmes effets, mais comparé à des événements comme les tremblements de terre, sur le plan psychologique, hein, je parle. Alors, donc du coup, c'est bien une situation qui était inédite, sur laquelle on n'avait pas de schéma de réponse, et pour les employeurs, ça a été très compliqué de faire face à cette situation. On a cité effectivement différents domaines dans lesquels ça a été encore plus compliqué parce qu'il y avait des réglementations et des non-autorisations d'exercice. Donc ça a impacté énormément les employeurs, et notamment même les employeurs qui ont dû continuer à travailler ont eu une surcharge de travail croissante et même une pression importante, même s'ils ne mettaient pas en danger effectivement leur capital économique. Donc ça a engendré le respect des procédures au niveau des salariés, un changement des réglementations, notamment sur le plan sanitaire, le bouleversement de l'organisation du travail. On a dû mettre des salariés en télétravail, ou plutôt en travail à distance, parce que ça s'est fait quand même rapidement. Et puis, une nouvelle gestion des absences avec les certificats d'isolement, les nouveaux cas contacts, qui ont entraîné effectivement de gros bouleversements et donc une montée des exigences chez le dirigeant. Alors pour faire face à ce stress, hein, il y a également des facteurs de protection. On a parlé tout à l'heure des ressources qui permettent de rééquilibrer un peu l'individu et puis permettent effectivement de recalibrer, de faire face effectivement à ce stress. Il y a beaucoup d'éléments, hein, qui sont des facteurs de protection, qui sont propres à l'individu. Donc déjà, il y a l'estime de soi, hein, le sentiment de maîtrise de son avenir va être effectivement très important. La capacité à s'adapter aux situations. Plus effectivement il y a une capacité adaptative, moins effectivement la personne pourra ressentir de stress. Donc c'est bien effectivement lorsqu'elle peut anticiper un certain nombre de choses, comme ça elle n'est pas prise à rebours et du coup elle peut trouver des solutions plus rapidement. Donc il en découle la capacité à résoudre des problèmes. La capacité à donner un sens à son action, parce que c'est très important. L'optimisme, qui va effectivement pouvoir contrebalancer les facteurs de stress. La liberté d'avoir choisi son poste, parce qu'en effet, quand on est entrepreneur, on peut faire un certain nombre de choses qu'on n'aurait peut-être pas pu faire en tant que salarié. Il y a une certaine forme de marge de manœuvre, une attitude décisionnelle, bien souvent qui peut entraîner une sensation d'efficacité, et il y a une certaine endurance aussi dans le poste. Et puis c'est important effectivement que les dirigeants aient un sentiment de cohérence, d'utilité par rapport à leur activité, ce qui va sous-entendre effectivement une certaine forme de satisfaction et qui va apporter aussi dans la relation client une forme de reconnaissance. Et plus effectivement il y a de la satisfaction de la clientèle, plus globalement ça va effectivement remplir le côté ressources. De l'autre côté, on a un certain nombre d'éléments. Donc on a parlé du stress, hein, dans les facteurs pathogènes qui vont inciter avoir une incidence sur la santé psychique des dirigeants. Le sentiment de solitude, la difficulté d'équilibre entre la vie perso et la vie professionnelle, la surcharge constante, la pression temporelle, l'incertitude sur l'avenir, puis le sentiment d'impuissance par rapport à la crise, notamment sanitaire, qui est quand même compliquée, notamment, on l'a dit tout à l'heure, pour les restaurateurs, pour tous les TPE, pour un certain nombre effectivement de personnes effectivement qui vont qui pourront pas profiter de la crise parce qu'ils sont pas dans le secteur alimentaire ou dans d'autres secteurs et qui vont effectivement en pâtir. Et puis l'éventualité du dépôt de bilan qui peut faire peur à un certain nombre de personnes par rapport effectivement à cette crise. Ça va avoir effectivement un impact direct, hein, il va y avoir un impact direct du stress sur la santé. On peut avoir un impact qui va se faire sur le plan physique avec des douleurs, hein, des douleurs qui peuvent être abdominales, musculaires, des douleurs de dos, des céphalées. On peut avoir effectivement des troubles digestifs, des troubles du sommeil, de l'appétit, de la fatigue, une prise ou une perte de poids. Une irritabilité, une sensibilité anormale, une nervosité accrue, des crises de pleurs quelquefois, des crises de nerfs, de l'anxiété, de l'angoisse, de la tristesse. Vous imaginez bien que au travail, tout ça se diffuse auprès des collaborateurs et n'est pas bon pour votre image. Surtout que la charge émotionnelle pour un dirigeant, elle est souvent déjà importante parce que les dirigeants, ils font ça avec passion et il y a souvent une charge importante de ce côté-là. Impact du stress sur le plan intellectuel, puisque les troubles
troubles cognitifs générés par le stress vont entraîner des troubles de mémoire, donc des oublis, des erreurs qui peuvent être quelquefois très pénalisantes pour l'entreprise et pour ses clients, des difficultés de concentration qui font que la personne va être moins créative, va moins réussir à faire son travail, des difficultés à prendre des décisions, quelquefois une moindre aptitude à détecter des opportunités. Donc, on voit bien que le stress joue sur tous les domaines de la vie de la personne. Et au total, on peut arriver à des comportements violents, même dans la violence verbale, de l'agressivité qui va être pénalisante bien sûr dans les rapports avec autrui sur le lieu de travail, et qui va contribuer à un certain isolement social de la personne trop stressée, un repli sur soi, une difficulté à coopérer, et du coup, ça touche tous les domaines de la vie de la personne et bien sûr, ça diffuse sur la vie privée. Tout ça risque d'augmenter un certain nombre de comportements addictifs, et chez les gens très stressés, on voit très fréquemment une augmentation des consommations de tabac, éventuellement de cannabis, d'alcool et de différents types de médicaments. Alors, concernant les conséquences physiques du stress dont je vous ai parlé juste avant, il y a un domaine que vous connaissez peut-être qui s'appelle les troubles musculo-squelettiques. On va en reparler un petit peu dans les diapositives suivantes, qui sont des pathologies douloureuses. Et puis des actions sur le système cardiovasculaire qui sont très importantes. Le stress a une action à la fois indirecte sur le cœur et à la fois directe. Une action indirecte, c'est-à-dire que le stress va favoriser ou aggraver tous les facteurs de risque que l'on connaît cardiovasculaires, que ce soit l'hypertension artérielle, l'hypercholestérolémie, les déséquilibres glycémiques, c'est-à-dire la tendance au diabète ou carrément le diabète vrai avec une augmentation donc du sucre dans le sang, la surcharge pondérale, c'est ce qu'on appelle le syndrome métabolique. Il y a aussi une augmentation des triglycérides, qui n'a pas été notée ici. Le stress peut augmenter certains troubles du rythme. Vous savez qu'il augmente votre fréquence cardiaque. Quand on est stressé, on sent bien que le cœur bat plus vite. Le stress va aussi augmenter certains facteurs comportementaux comme le tabagisme, on en a parlé tout à l'heure avec l'augmentation des addictions, la sédentarité, et puis va faire que les gens souvent observent moins de prendre leurs médicaments qu'ils prennent habituellement, donc ils diminuent l'observance médicamenteuse. Le stress a aussi une action directe sur le cœur. Il y a plein de phénomènes hormonaux sur lesquels je ne m'étendrai pas, d'augmentation des sécrétions d'adrénaline, de noradrénaline, d'augmentation du cortisol au réveil, etc. Et puis d'augmentation de sécrétion de protéines inflammatoires, d'augmentation de certains facteurs de la coagulation qui vont aboutir à abîmer les parois des vaisseaux, qui donc vont plus accrocher les plaques d'athérome et qui du coup augmentent encore ce risque de maladie coronaire chez la personne stressée. Donc je voudrais m'arrêter un tout petit peu là pour vous dire qu'il y a eu quand même pas mal d'études depuis 2004 pour dire qu'effectivement, et nous, ça nous avait surpris en tant que médecin du travail que ça a été si précisément évalué. Donc c'est pas si vieux, 2004, pour dire que le stress est vraiment un facteur de risque d'infarctus du myocarde, qui vient en 3e position après le tabagisme et l'hypercholestérolémie. Cette grosse étude Interhealth qui était de 2004 a été confirmée en 2008 par une étude londonienne qui a retrouvé exactement la même chose, comme quoi le stress chronique augmentait les risques d'infarctus. En 2012, ça a même été chiffré à 23,4% des sujets stressés qui avaient plus de risques de faire un infarctus que les gens non stressés. Du coup, il faut savoir que les recommandations des sociétés de cardiologie, la Société européenne de cardiologie, depuis 2016, donc c'est pas si vieux que ça, recommande fortement d'évaluer tous les phénomènes de stress professionnels et extra-professionnels pour les prévenir et pour les traiter, que ce soit la psychothérapie, des médicaments anxiolytiques ou antidépresseurs, pour diminuer le risque chez les coronariens.
Vous voyez que cette influence du stress sur les pathologies du cœur est quelque chose dont on se doutait, mais qui est maintenant très, très bien établi et pour laquelle il faut doublement faire de la prévention. Autre conséquence physique du stress à long terme, on a pu observer des modifications épigénétiques qui peuvent rendre la descendance plus sensible à des événements stressants. Donc un petit point sur les TMS pour que vous sachiez si vous avez déjà eu des formations à ce sujet peut-être, mais qu'il s'agit de douleurs des muscles, des tendons, des nerfs près des articulations qui sont liées à des inflammations et qui entraînent des gènes fonctionnels qui apparaissent quand il y a des contraintes excessives. Et que les phases de repos sont insuffisantes. Je suis pas sûre que ça soit la pathologie liée au stress la plus fréquente chez les dirigeants, parce que ça survient souvent dans un contexte d'insatisfaction au travail et de manque de soutien social. Mais bon, dans une situation comme à l'heure actuelle où le dirigeant est un peu seul et très stressé, ça peut être des pathologies qui surviennent et qui n'avaient pas auparavant. L'impact du stress sur la santé, en dehors des pathologies essentiellement coronaires, comme je vous le disais, ont bien sûr des conséquences psychologiques qui peuvent être très graves puisqu'elles peuvent conduire à une tentative de suicide, donc faut pas les négliger. Je pense à l'épuisement professionnel que vous connaissez sous le nom de burn-out, qui a été chiffré par une étude à Maroc de cette année à un risque de 34,5% pour les dirigeants de PME, commerçants, artisans, et surtout pour les dirigeants de de TPE, qui, encore une fois, on l'a dit tout à l'heure, ont moins de monde pour les soutenir et pour déléguer, qui sont obligés d'être polyvalents et qui ont peut-être plus encore de difficultés. Autre pathologie psychique, le syndrome de stress post-traumatique qui peut survenir après une violence interne dans l'entreprise, que ce soit un plan social, qui est un événement très traumatisant, ou après un conflit entre la direction et les salariés. Enfin, c'est une pathologie qu'on peut retrouver de façon non rare chez des dirigeants. Et puis bien sûr, toutes sortes de décompensations psychiques, des dépressions, des syndromes anxieux, etc. Je redonne la parole à Amandine pour vous détailler le burn-out. Donc le burn-out, ça correspond à un état psychologique et physiologique qui résulte d'accumulation de facteurs de stress professionnel. Alors pour faire simple, en fait, le burn-out, en fait, ça va être l'accumulation de facteurs de risque qui ne vont pas être compensés par des facteurs de protection, comme vous l'avez vu dans la balance qu'on a vu sur le stress. Je vais remonter dessus pour que vous puissiez avoir un visuel. Ça serait cette même balance, en fait, où, en fait, pour avoir un système de prévention, on devrait, par rapport au burn-out, pouvoir équilibrer. Ouais, donc je vais reprendre parce que hop, je pense que ça vient non, je vais reprendre avec le micro pour que vous puissiez m'entendre correctement. Alors, je vais reprendre où j'étais. Ouais. Alors, le burn-out, c'est un état psychologique et physiologique qui résulte de réaccumulation de facteurs de stress professionnel. Pour faire simple, en fait, il va correspondre à l'accumulation de facteurs de risque qui ne vont pas être compensés par des facteurs de protection. Raison pour laquelle je revenais sur la première diapo que vous avez présentée par rapport au stress, cette diapo, où en fait, à un moment donné, l'individu, il va en fait être en déséquilibre entre ces facteurs de stress et ces facteurs de protection. C'est-à-dire il va avoir plus de facteurs de risque dans l'organisation de travail que de facteurs de protection. Et ça va entraîner un seuil de vulnérabilité chez l'individu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les éléments stressants vont être trop importants et vont dépasser un seuil qu'on appelle le seuil de vulnérabilité en psychologie et qui va entraîner effectivement ce fameux déséquilibre. Ils ne seront plus contrebalancés et l'individu va effectivement avoir différentes problématiques de santé. Du coup, si je reviens sur la diapo du burn-out, donc c'est en réponse à une quantité de facteurs stressants qui s'inscrit dans la durée. Donc souvent, effectivement, c'est sur plusieurs mois, voire des fois plusieurs années, parce qu'on a un certain nombre de dirigeants qui vont dire plusieurs années, mais au bout d'un moment, sans facteur de compensation,
sans facteur de plaisir qui vont restimuler la sérotonine, il va y avoir un décalage qui va effectivement entraîner un facteur de risque plus important et donc des conséquences de réactions de stress quotidiennes qui vont avoir usé l'individu sur le long terme, ce qui aboutit à un épuisement total qui n'est pas toujours de source que professionnelle. On peut avoir ici des éléments stressants de type personnel, c'est-à-dire que l'accumulation entre les éléments professionnels et les éléments personnels vont entraîner effectivement ce déséquilibre et donc ce phénomène de burn-out. On va avoir différents éléments qui peuvent être aussi entraînés par le stress au travail, notamment des fois des syndromes de stress importants, comme l'a dit le docteur Ricolfi. On peut avoir effectivement ce qu'on appelle des décompensations névrotiques, c'est-à-dire des éléments de stress, d'anxiété qui vont apparaître et qui vont entraîner du stress, de la peur, de l'anxiété, des dépressions, parfois de la culpabilité, de l'incompréhension. Et puis souvent, on appelle ça le syndrome anxio-dépressif, c'est-à-dire un cumul d'éléments qui va en fait amener la personne à perdre pied, c'est-à-dire qu'elle n'aura plus les mêmes capacités à la fois cognitives, les mêmes capacités de concentration, d'attention, elle va se sentir débordée. Donc on va avoir des atteintes somatiques, ce sont les atteintes somatiques qu'a pu citer le docteur Ricolfi, des troubles de la concentration, une perte de repère générale, c'est-à-dire que la personne ne se complaît plus dans ses habitudes et n'est plus réconfortée, c'est-à-dire qu'elle perd sa zone de confort. Elle passe d'une zone de confort à une zone d'inconfort où elle va effectivement ressentir parfois d'isolement et éviter les situations anxiogènes qui vont être trop importantes pour elle. C'est-à-dire qu'elle change un petit peu de comportement et ce qui ne la stressait pas au préalable, ce qui ne la mettait pas en difficulté, va la mettre en difficulté. Donc, ce sont des éléments auxquels il faut faire attention, voilà, et sur lesquels il est important de pouvoir équilibrer cette balance ressources, même si ce n'est pas forcément facile pour les employeurs de trouver de l'aide. Voilà. Donc, ce qui va permettre parfois de compenser, c'est ce qu'on appelle la balance ressources, c'est-à-dire d'une part l'entourage personnel, on revient toujours à ces facteurs de protection, facteurs de risque. La protection, ça va être les éléments qui font du bien, parfois l'entourage personnel, le familial, amical, qui vont permettre de décharger un certain nombre d'émotions et puis de difficultés, de contraintes. L'entourage professionnel, où il y a des possibilités de délégation, c'est pour ça qu'on évoquait que parfois c'est plus difficile dans les TPE, PME, parce qu'il n'y a pas toujours cette possibilité de déléguer ou d'échanger avec des collaborateurs qui vont être soutenants. Les ressources individuelles qui vont être importantes, les loisirs, le sport, l'alimentation, le sommeil, qui vont pouvoir permettre effectivement de se régénérer. Alors, il est évident qu'on est bien conscient qu'un employeur qui sort à 19h le soir a peut-être pas forcément envie, parfois 20h, parfois même 21h, a peut-être pas forcément envie de faire du sport, mais effectivement, il y a un certain nombre de loisirs qui pourront lui permettre de compenser et puis de retrouver effectivement une phase de confort. Et puis les collègues, parce que bien souvent, effectivement, l'entourage professionnel, les salariés qui sont autour peuvent être aussi soutenants. Il y a pas si longtemps que ça, il y a eu la mise en place d'un numéro vert par l'APESA qui, en fait, avec différents partenaires, Harmonie Mutuelle, ACCI France, CMA France, ont mis en place un numéro vert qu'on vous a indiqué ici, qui est pour tous les entrepreneurs. C'est-à-dire que quand vous faites ce numéro, vous allez avoir accès, c'est un psychologue qui va répondre, psychologue clinicien, qui va déjà vous écouter dans un premier temps et si il visualise des éléments de stress important et puis vraiment de difficultés, il va évaluer également le risque suicidaire, va vous réorienter très rapidement vers une personne adaptée. Et vous pourrez aussi, dans certaines régions, il y a la possibilité d'avoir 3 rendez-vous gratuits pour les entrepreneurs. C'est financé par la CCI. Et il y a d'autres ressources complémentaires. Le fait effectivement de participer à des réseaux professionnels qui permettent d'échanger sur les difficultés avec les différents syndicats patronaux, les branches professionnelles, que ce soit de la métallurgie, de la plasturgie, les branches professionnelles des coiffeurs, des artisans, la CCI, la Chambre des métiers, et puis les clubs d'entreprises territoriaux. Alors sur Dijon, effectivement, on a le Cap Nord, on a le club Grand Sud sur Dijon, la Grappe Chambertine, les clubs des entrepreneurs de l'Auxois. Et puis en fonction des régions, on va avoir différents clubs qui vont permettre aux employeurs de pouvoir échanger avec d'autres entrepreneurs de leurs difficultés. Des fois, effectivement, de voir que d'autres dirigeants d'entreprise ont les mêmes difficultés, va permettre parfois de parler de solutions ensemble et puis de pouvoir trouver des solutions de sortie parfois.
Alors, on vous a mis en place un baromètre du stress. Alors, c'est à titre indicatif, c'est parce que bien souvent, on a du mal à s'auto-évaluer en tant qu'entrepreneur ou en tant qu'individu. Et donc, du coup, on a mis en place ce baromètre du stress. Alors, il y a deux façons, effectivement, de s'évaluer, hein. Il ne faut pas minimiser les signaux de fatigue, voire d'épuisement. Et il y a un petit baromètre qui permet de voir où j'en suis. C'est-à-dire que vous avez de 0 à 10 une cotation, en fait. Donc, quand on est en calme et en détente, on est à 0. Quand on est en bien-être, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a une certaine forme de plénitude où on est épanoui, on va être entre 1 et 2. Et puis après, il y a tout ce qu'on appelle effectivement la motivation, l'action, c'est-à-dire qu'on est en action, mais on n'a pas de problématique de santé, ni de problématique de stress importante qui nous empêche de réagir, d'interagir avec les autres et qui crée de l'angoisse. Parfois, sur la 5, on est en légère tension et puis il peut y avoir certaines pensées négatives, mais pour le coup, c'est gérable. Et à partir du niveau 7, c'est là effectivement que les tensions importantes, les pensées automatiques vont apparaître. C'est-à-dire quand on parle de tensions importantes, pensées automatiques, c'est qu'on va avoir des cogitations perpétuelles et ces tensions vont aller dans tous les éléments de la vie, que ce soit les éléments de la vie professionnelle et de la vie personnelle. C'est-à-dire que l'employeur va jamais être dans une zone de confort et va plus avoir la possibilité de sortir de cette zone d'anxiété. Hein, donc ça, c'est des éléments auxquels il faut faire attention parce qu'après, ça peut effectivement monter encore vers de l'anxiété panique, vers de la possible sensation de perte de contrôle, ce qui fait partie de la décompensation et qui n'est absolument pas un trouble psychotique. Hein, c'est des éléments effectivement qui peuvent arriver à des personnes tout à fait saines. Donc voilà, le niveau 7 correspond bien à un point essentiel. Hein. Le stop correspond à un curseur qui est le seuil de vulnérabilité dont je vous parlais tout à l'heure. Et lorsque celui-ci est atteint, la récupération physique, psychologique va être plus longue et il va être nécessaire parfois effectivement de faire appel à des méthodes de remédiation et à aller effectivement chercher de l'aide, notamment auprès du médecin, hein, et parfois des médecins du travail. Donc, vous avez la possibilité effectivement de vous tester par le biais du facteur humain, c'est un test qui est en ligne, ou de vous auto-évaluer directement par rapport effectivement à ce baromètre. Donc, dans les deux cas, c'est important d'évaluer la perception sur plusieurs jours parce que c'est nécessaire de surveiller la tendance avec une baisse de la fréquence d'apparition des signaux de stress. C'est pas anormal que sur une situation stressante, sur une journée où vous avez dû gérer des situations compliquées, il y apparaissent ces signaux de stress, mais par contre, ce qui est embêtant, c'est lorsqu'effectivement le niveau de stress ne redescend jamais. Voilà. Donc, si l'augmentation est croissante, c'est nécessaire de se rapprocher d'un professionnel de santé, que ce soit le médecin du travail ou le médecin traitant. Je redonne la parole au Dr Ricolfi. Alors, quelques conseils qui vont reprendre un petit peu ce qu'on vous a dit dans les dernières diapositives pour limiter les répercussions psychologiques du stress en particulier. Il faut que vous soyez attentif à vos troubles du sommeil. Hein, si vous commencez à avoir beaucoup de réveils nocturnes, à être tout le temps fatigué quand vous vous levez, à avoir des difficultés d'endormissement qui ne cèdent pas, il faut que ça vous fasse réagir. Si vous êtes tout le temps énervé, tout le temps fatigable, c'est pas normal. Si vous êtes remis à fumer ou à boire ou à prendre un petit joint régulièrement, il y a quelque chose qui ne va pas et il faut absolument pouvoir en parler. Donc, ne pas minimiser ce qu'on appelle ces troubles cognitifs, hein, ces sensations de saturation, d'intolérance, de difficulté à trouver ses mots, d'avoir des problèmes de mémoire. En fait, il faut sortir du déni, faut s'observer avec bienveillance, je dirais, et pouvoir dire ah bah oui là ça va pas, il y a quelque chose qui va pas. Peut-être en utilisant le baromètre qu'Amandine vous a montré, surtout si c'est chronique. Hein. Encore une fois, le stress c'est embêtant si c'est chronique. Les troubles coronaires, c'est le stress chronique. Et puis, il faut réussir à communiquer. Pour communiquer, il faut savoir s'entourer aussi, savoir déléguer. Peut-être qu'il va vous falloir vous associer ou recruter un cadre dirigeant ou vous faire aider. Il faut anticiper au maximum les éventuelles difficultés à venir. Il faut se former. Est-ce que vous êtes formé à la gestion de conflits? Est-ce que vous êtes formé au burn-out pour reconnaître les premiers signes chez vous ou chez vos associés? Il faut consolider l'esprit d'équipe, l'humour, la créativité, et puis vous fixer des objectifs accessibles. Enfin, je dirais qu'il faut surtout réussir à prendre du temps pour vous. Il faut que vous puissiez faire des pauses régulièrement,
que vous arriviez de temps en temps à sortir un petit peu plus tôt. Je voyais une personne qui a répondu tout à l'heure qu'elle travaillait plus de 70 heures par semaine. Il faut absolument mettre des pauses à un moment, hein, pour pas brûler justement toutes vos réserves. Et puis redonner une juste place à la vie privée. En fait, il faut améliorer son mode de vie, hein, que ce soit son activité physique à augmenter, son sommeil à améliorer, son alimentation également. Et puis, il faut en parler, accepter d'être aidé. On vous a parlé des réseaux professionnels tout à l'heure. Il y a des coachs aussi, il y a des dispositifs d'écoute. Puis, il faut savoir que vous pouvez venir voir le médecin du travail, même si vous n'êtes pas inscrit dans la liste de vos salariés. Du moment que vous adhérez à un service de santé au travail, vous allez pouvoir nous contacter et nous, on vous recevra toujours, que ce soit le médecin du travail, la psychologue du travail. Je sais que c'est possible à l'AIST 21, mais aussi à l'AIST 25, AMT 71. Enfin, il y a de nombreux services de santé au travail qui peuvent tout à fait vous recevoir dès lors qu'il y a un problème entre votre santé et votre travail. Voilà, ou même votre santé tout court, parce que la santé tout court d'un dirigeant, mais elle est forcément liée après avec son travail. Voilà. En conclusion, je vous dirais qu'il ne faut pas oublier votre santé, que ça soit votre santé physique ou votre santé morale. C'est le premier capital de votre entreprise. Entreprendre, c'est plutôt très bon pour la santé, hein, il y a beaucoup de facteurs très positifs, mais c'est risqué évidemment. Et si jamais un patron doit s'arrêter en maladie parce qu'il n'a pas le choix, puisque quand c'est des petites choses, il s'arrête jamais, mais s'il n'a pas le choix, ça va être catastrophique sur le plan financier pour son entreprise et l'avenir de sa société sera menacé. Donc, faut agir sur votre mode de vie, faut diminuer vos addictions, faut manger mieux, faut augmenter votre temps d'exercice physique, hein, 30 minutes de marche active par jour, c'est les recommandations. Améliorer votre sommeil, faire attention à avoir des loisirs. Enfin, je reprends tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Et puis, je pense qu'il faut que vous voyez régulièrement un médecin. Où il y aura une remise à jour de vos vaccins, où on parlera prévention de vos risques cardiovasculaires, mais aussi prévention des cancers évitables, hein, parce qu'on parle des risques mortels, il y a les problèmes de cardiovasculaires, mais il faut aussi faire de la prévention du cancer. Est-ce que vous faites votre hémoculte tous les 2 ans à partir de 50 ans? Est-ce que, mesdames les dirigeantes, vous faites votre mammographie tous les 2 ans à partir de 50 ans? Est-ce que vous avez eu un interrogatoire professionnel sur votre carrière, savoir si dans le temps vous avez été exposé à des cancérogènes professionnels? Tout ça, c'est des choses dont il faut parler de temps en temps. Et puis parler de votre santé mentale pour évaluer éventuellement un risque de dépression ou autre. Voilà, donc venez nous voir, allez voir votre médecin. Et puis surtout, gardez votre optimisme, c'est pas marqué, mais c'est ce qui fait que vous resterez le plus en bonne santé. Voilà. Avez-vous des questions? Il y a eu une question sur la CUMP. Alors, la CUMP, c'est la cellule d'urgence médico-psychologique qui peut intervenir dans le cadre de l'entreprise lorsqu'il y a un décès dans l'entreprise ou lorsqu'il y a un événement traumatique du type un accident du travail qui a pu être impressionnant. Alors, ça peut être arrachement de membres, des accidents vraiment importants ou une personne qui fait une crise cardiaque sur le lieu de travail. Et donc, la CUMP n'interviendra qu'à partir du moment où il y aura intervention du SAMU. C'est-à-dire que si la CUMP intervient, c'est uniquement lorsqu'il y a intervention du SAMU au sein de l'entreprise. Et ce sont effectivement des psychologues qui sont formés en victimologie et qui vont prendre en charge les salariés, le dirigeant d'entreprise, lorsqu'il a été confronté à un événement traumatique grave. Donc voilà, je citais les décès, en effet. Je citais notamment parce qu'on a fait intervenir la CUMP dans des entreprises où il y avait eu des personnes qui avaient fait un infarctus du myocarde et également parfois dans des entreprises où on a eu des accidents vraiment importants. Mais la CUMP n'intervient pas auprès des dirigeants d'entreprise pour faire du soutien psychologique, par contre. C'est vraiment auprès des salariés, auprès de l'employeur, lorsqu'il y a un stress post-traumatique dans l'entreprise, hein, un événement traumatisant. Quand il y a un suicide également, en effet. Oui, oui, tout à fait. Quand il y a une tentative de suicide, voilà, ça c'est traumatisant en effet. Et lorsqu'effectivement il y a un suicide avéré, là en effet la CUMP se déplace obligatoirement et ça peut se mettre en place avec le médecin du travail. Le médecin du travail peut très bien activer la CUMP lui-même, hein,
en appelant directement le SAMU. Il va tomber sur un régulateur qui va le rappeler rapidement. Pour la petite histoire, effectivement cet après-midi, j'étais en lien avec la CUM pour une entreprise pour qu'elle puisse intervenir dans cette entreprise où il y a eu un accident grave. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Qu'est-ce que vous vouliez savoir sur la CUMP, hein? C'est un... D'accord. Il n'y a pas de question. D'accord. Avez-vous d'autres questions? Ou des remarques, des suggestions, des besoins? Voilà. Est-ce que vous auriez besoin d'échanger? Les branches, la CCI, etc. D'accord. Donc, la communication des numéros peut se faire via le service de santé au travail, mais en fonction de votre région. C'est-à-dire, pour l'AIST 21, ça sera effectivement auprès effectivement de nos services, mais pour l'AIST 25, ça sera effectivement auprès, oui, pour Besançon, effectivement, en fonction effectivement de votre région, vous allez vous référer à votre service de santé au travail de région, qui pourra vous donner les numéros. Oui. En effet, on a généralisé parce qu'on ne souhaitait pas, effectivement, on souhaitait que ça soit accessible à tous, hein, que ce soit TPE, PME, grosse entreprise, petite entreprise, parce qu'il y a des dirigeants, effectivement, dans l'ensemble des secteurs, mais c'est une question intéressante. On pourrait effectivement le faire par secteur. On travaille quand même régulièrement sur les secteurs d'activité, mais effectivement, on n'a jamais fait ce type d'intervention sur un secteur en particulier. Par contre, ça serait pour quel secteur? En effet, sur ce sujet, ça peut très bien être fait à la demande d'une branche professionnelle ou d'une fédération d'entreprise. Hein. Plutôt la branche professionnelle. Alors, il y a une question, secteur géographique ou professionnel? Oui, en effet, il y a les branches métiers d'un côté, et puis effectivement, il y a les secteurs géographiques. Et on n'aura pas effectivement les mêmes aides. Ok, d'accord. Alors, je ne sais pas si la personne qui a posé la question sur le secteur de protection de la personne via la justice, s'il est rattaché au service de santé au travail de la IST 21, il peut poser la question à son médecin du travail et puis nous, on travaillera en amont sur le sujet. Hein. Ouais. Sinon, il faut poser la question à votre service de santé au travail, que ce soit la ST 25, la ST 89, la MT 71. Ouais, le 89, ok, d'accord. Ouais, il faut contacter le service de santé au travail du 89. Il y en a 3 ? Est-ce que vous avez d'autres questions ?
Ben, oui. Bon, merci pour votre participation. En effet, oui, ça peut être proposé aux organismes professionnels, c'est possible, et ça peut être proposé par le service de santé au travail, si vous le demandez en tout cas. Hein. Merci pour votre participation, et puis voilà, la présentation sera mise en ligne. Ouais. Au revoir à tous. Au revoir.